Bonjour, alors aujourd'hui une vidéo pour expliquer et vraiment démontrer le lien entre le stress psychologique et l'impact que ça peut avoir sur l'intestin. Je fais cette vidéo parce que j'ai eu une personne en consultation récemment qui avait de gros symptômes intestinaux avec ballonnement, gaz, et puis dans les analyses on voyait aussi une grosse dysbiose, un SIBO, etc. Il se trouve que cette personne-là a fini par prendre des médicaments neuroleptiques, à aller en psychiatrie, parce que ça faisait plusieurs années qu'elle se traînait beaucoup de problèmes qui avaient été déclenchés suite à un gros stress chronique au travail. Donc cette personne a commencé à prendre un neuroleptique et quelques jours plus tard, ses symptômes digestifs ont disparu. Et donc cette personne m'a recontacté en me disant mais je comprends pas comment ça se fait que j'ai plus aucun symptôme de dysbiose depuis que j'ai pris ces neuroleptiques. Et moi, je lui ai expliqué, il y a un lien très fort entre le stress émotionnel et le microbiote intestinal, la barrière intestinale, etc. Donc oui, ça fait sens. Mais pourtant, cette personne avait vraiment du mal à comprendre ça. Donc, je me suis dit que j'allais faire cette vidéo pour expliquer ce lien-là. J'ai récemment fait une vidéo sur l'estomac où j'explique par plusieurs études que les problèmes d'estomac sont généralement causés par le stress. C'est vraiment la cause numéro 1 des problèmes d'estomac. Donc je vous mettrai le lien de cette vidéo sous cette vidéo ici, en ce qui concerne l'estomac. Mais donc aujourd'hui, ça va être un peu le même principe, mais en ce qui concerne l'intestin. Alors déjà, juste avant de revenir sur le lien entre le stress et l'intestin, déjà pour répondre à la première question de cette personne-là, comment ça se fait qu'après avoir pris un neuroleptique, après quelques jours, j'avais plus de symptômes intestinaux. Déjà, la première hypothèse que je lui ai émise, c'est, j'ai regardé c'était quoi son neuroleptique, et son neuroleptique, c'est un dérivé des phénothiazines. Et ça, j'en ai parlé dans mes vidéos sur le bleu de méthylène. Les phénothiazines et le bleu de méthylène, c'est à peu près la même chose. Le bleu de méthylène, c'est un phénothiazine, c'est dérivé des phénothiazines. Donc, comme je l'explique dans mes vidéos sur le bleu de méthylène est, entre autres choses, très connu depuis longtemps pour agir sur le système neurologique. Le bleu de méthylène est utilisé comme antidépresseur, antipsychotique, etc. Donc, c'est pour ça que on lui a prescrit ça. Mais le bleu de méthylène, ça a beaucoup d'autres propriétés, c'est notamment antimicrobien. Et donc, rien que par ce biais-là, ça peut expliquer que son neuroleptique ait pu changer beaucoup de ses symptômes intestinaux par l'effet antimicrobien, et comme il avait un SIBO, forcément ça a impacté ces bactéries de son SIBO. Donc juste une étude rapide sur ce sujet-là, donc c'est une étude sur les dérivés des phénothiazines, donc ce que prenait cette personne-là, et donc leur activité antimicrobienne. Ici on nous dit bien, l'efficacité antimicrobienne de 5 dérivés de phénothiazine, voilà, ont été examinés. Tous ces dérivés présenter de fortes propriétés antibactériennes et aussi antifongiques, bien que moindres. Ici, on nous dit la phénothiazine est un composé tricyclique utilisé dans la production de divers produits pharmaceutiques, notamment des médicaments antipsychotiques, des antiémétiques, des antihistaminiques, des antibactériens, des anticancéreux, des antifongiques, des anti-inflammatoires, des antituberculeux, des antioxydants, des anti-leishmania, des antipaludiques et des traitements contre l'anxiété. Donc, son médicament, ça fait tout ça. Les composés phénothiazines, connus pour leurs diverses propriétés pharmacologiques, ont également été étudiés pour leur potentiel antimicrobien. Bien que les phénothiazines soient plus communément associées à leur utilisation dans les médicaments psychiatriques, leurs propriétés antimicrobiennes ont attiré l'attention des chercheurs. Voilà, donc déjà, par rapport à cette première question, son neuroleptique est activement antimicrobien. Même s'il ne l'a pas pris longtemps, il l'a pris une semaine, ça a pu suffire déjà à bien calmer ses symptômes digestifs. Ensuite, il a continué avec un autre neuroleptique et avec un antidépresseur. Et donc, pendant toute cette année-là, il n'avait plus de symptômes digestifs. Donc, on peut dire que peut-être que, c'est une supposition évidemment, mais que ces progrès au niveau de ses symptômes digestifs, ça a commencé grâce à ce médicament-là, qui était antibactérien. Et ensuite, ça a continué, les effets positifs, grâce à son traitement d'antidépresseur et d'un autre neuroleptique qui agissent sur son stress psychologique, le stress psychologique qui agit très grandement sur le microbiote et sur l'état de la barrière intestinale. Donc on va voir ça un petit peu plus en détail avec cette étude ici. Donc cette étude, alors je vous ai surligné quelques passages que je vais vous lire. Je vais aller assez vite. Donc ici on nous dit, alors en gros c'est une étude où ils ont pris plusieurs groupes de rats et ils ont stressé l'un des groupes de rats et pas l'autre. Et donc ils ont comparé ensuite l'état de la barrière hémato-encéphalique, l'état de la barrière intestinale,
le microbiote intestinal, les neurotransmetteurs, etc. Alors ici on nous dit les niveaux d'expression des indicateurs liés au stress, l'hormone adrénocorticotrope, NR3C12 et la noradrénaline ont augmenté dans le groupe modèle par rapport au groupe témoin. Bon voilà, donc ça c'est pour montrer que les neurotransmetteurs liés au stress et les hormones liées au stress sont augmentés chez le groupe témoin stressé. Le stress psychologique a réduit les niveaux cérébraux et intestinaux de protéines de jonction serrée, donc ce qui implique une moins bonne barrière intestinale, on va y revenir après. L'analyse du microbiote a révélé une diversité microbienne élevée et les proportions fécales de telle et telle bactérie dans le groupe modèle, c'est-à-dire celui qui a subi le stress. Une analyse a indiqué une corrélation négative de telle et telle bactérie, ainsi qu'une corrélation positive de telle et telle bactérie, ce qui nous montre en fait le stress a impacté le nombre de tel type de bactéries et le nombre d'une autre catégorie de bactéries. Donc on va le revoir après. Ici, on nous dit l'intégrité de la barrière intestinale et de la barrière hémato-encéphalique est nécessaire pour protéger l'organisme des stimulations externes et des perturbations de l'environnement interne. Une exposition répétée au stress social peut altérer la diversité et la composition du microbiote intestinal. Lorsque ces deux barrières essentielles sont endommagées, les acides gras à chaîne courte, le lipopolysaccharide et l'IL6 peuvent traverser l'épithélium intestinal et augmenter leur concentration circulatoire. Donc ici, ça nous explique que les deux barrières, donc la barrière intestinale et la barrière hémato-encéphalique, celle qui est censée protéger et isoler le cerveau, vont devenir poreuses et il peut y avoir une translocation de différents composés qui vont circuler depuis l'intestin jusque dans la circulation sanguine et arriver dans le cerveau et donc changer l'équilibre au niveau du cerveau et peut impacter du coup par ce biais-là le stress. Par la suite, ces produits sont transportés à travers la barrière hémato-encéphalique défectueuse et pénètrent dans le cerveau, donnant lieu à des émotions anormales. Donc le stress impacte la barrière de l'intestin, ça va faire circuler des molécules qui vont arriver jusqu'au cerveau et perturber les émotions. Et ça va aussi dans l'autre sens, comme on va voir après. Alors ici, on nous explique comment ils ont stressé le groupe de rats modèles. Donc ici, ils nous disent des signaux de peur ont été évoqués chez les rats modèles en écoutant les cris et en regardant les sauts et en sentant l'odeur des rats recevant un choc électrique ainsi qu'en stimulant une alarme incendie. Donc en fait, ils ont mis deux groupes de rats dans une cage. Le groupe de rats du milieu, c'était un autre groupe de rats qui n'est pas considéré ni comme le groupe témoin, ni comme le groupe modèle de l'étude, c'est encore un autre. Donc c'est des rats qui ont été mis dans cette boîte, ils ont été électrocutés à divers intervalles, et sur les côtés, vous voyez les rats du groupe modèle, c'est-à-dire ceux qu'on a stressés, et en fait on les a stressés en les faisant observer la torture de leurs copains. Alors encore une fois, je suis vraiment désolée pour les personnes qui sont sensibles pour le bien-être des animaux, mais quand on lit les études elles sont quasiment toujours faites sur des animaux et il y a toujours des actes de torture. Donc je suis désolée pour vous, et moi-même ça me fait pas plaisir évidemment, mais c'est comme ça. Voilà, donc ils ont torturé ces rats du milieu et ils ont fait observer la torture au groupe de rats modèle. Les rats de la rangée du milieu ont reçu une stimulation électrique, tandis que les rats des deux rangées adjacentes ont reçu une stimulation mentale en regardant, en écoutant et en sentant les rats ayant reçu un choc électrique. Voilà, donc ils ont fait ce modèle-là parce que dans les autres modèles, dans les autres études où on stresse les rats, on les stresse par stimulation physique. Là, ils ne voulaient pas qu'il y ait de stimulation physique pour que ce soit réellement juste l'impact psychologique qui soit étudié et pas le stress physique et psychologique. Le modèle de stress psychologique a été mené pendant une demi-heure par jour pendant 28 jours. Ok, ça c'est important. C'est pas non plus un stress H24, c'est quelque chose qu'on peut relier à notre stress à nous. Donc une demi-heure par jour pendant un mois. On a tous, ou certaines personnes vont vivre des moments stressants de leur vie, pas non-stop, mais juste une partie de la journée, pendant plusieurs semaines, et ça suffit à provoquer des problèmes. Ici, dans les résultats, on nous dit le stress psychologique provoquait des effets négatifs sur le développement des rats, comme en témoignent les rats du groupe modèle qui consommaient moins de nourriture et d'eau et perdaient beaucoup de poids. Alors déjà, ça peut être une explication qui va impacter un changement au niveau du microbiote. C'est forcément, si vous consommez moins de nourriture et moins d'eau, votre microbiote intestinal il va pas recevoir les mêmes choses, et donc rien que ça peut changer le microbiote. On a eu une augmentation significative des taux sériques d'ACTH dans le groupe modèle, donc ça c'est donc les hormones du stress. Voilà, la présence du neurotransmetteur NE dans le cerveau est un indicateur essentiel du stress psychologique, et nos résultats ont montré que le stress psychologique augmentait les taux de NE dans différentes zones du cerveau. Voilà, on a ici aussi des niveaux d'expression de NR3C1 et NR3C2 plus élevés, on l'a vu au tout début, plus élevés dans le cortex des rats modèles. Donc on voit
Là, ça prouve le stress psychologique qu'ont subi les rats. La modélisation a révélé que le stress psychologique réel pouvait réduire l'expression des protéines de jonction serrée dans plusieurs zones de la barrière hémato-encéphalique et de la barrière intestinale. Voilà, donc le stress psychologique impacte votre barrière intestinale et votre barrière hémato-encéphalique. La jonction serrée entre l'endothélium vasculaire de la barrière hémato-encéphalique dans le groupe modèle était plus lâche que celle du groupe témoin et la membrane basale était rompue. La composition du microbiote intestinal chez les rats était significativement modulée après un stress psychologique. Et là, on voit, il nous détaille un peu les différences entre les bactéries, entre le groupe modèle qui a subi le stress et le groupe témoin qui n'a pas subi de stress. Les bactéries les plus abondantes étaient les bactéroïdètes avec 51,43% dans le groupe modèle, donc celui qui a subi le stress, 48% dans le groupe témoin. On voit qu'il y en a plus dans le groupe modèle que dans le groupe témoin. Ce type de bactérie, c'est un type de bactérie qui montre la stabilité psychologique. J'en parle justement dans ma vidéo sur le bleu de méthylène, dans la vidéo partie 1 du bleu de méthylène. Plus vous avez de bactéroïdètes par rapport aux firmicutes, plus ça montre une instabilité psychologique. Voilà, les firmicutes, dans le groupe modèle, ils en avaient moins que dans le groupe témoin, donc encore une fois, ça montre une instabilité émotionnelle psychologique. Et les protéobactéria, pareil, il y en avait plus dans le groupe modèle que dans le groupe témoin. Les protéobactéria, c'est un des marqueurs d'inflammation de l'intestin et généralement quand il y a des maladies inflammatoires de l'intestin. Donc on voit que le groupe qui a subi le stress a ces marqueurs assez différenciés du groupe qui n'a pas subi le stress. Donc rien que ça vous montre au niveau de votre microbiote l'impact du stress, ça va changer les proportions de ces bactéries-là. Nous avons identifié 36 genres montrant une différence significative d'abondance entre le groupe témoin et le groupe modèle. 8 genres ou groupes au niveau du genre n'étaient présents que dans le groupe modèle qui a subi le stress. Une abondance accrue de 19 genres et une abondance diminuée de 17 genres ont été détectés dans le groupe modèle par rapport au groupe témoin. Je ne vous lis pas les détails des différents genres, mais ici ça montre qu'il y a eu un vrai déséquilibre qui s'est mis en place au niveau du microbiote intestinal chez le groupe stressé. Voilà, ces éléments de preuve substantielle ont indiqué que la stimulation du stress psychologique avait un impact significatif sur le microbiome intestinal. Elle modifiait la structure du microbiome intestinal et augmentait la richesse et la diversité de la communauté. C'est ce qu'ils nous disent juste avant, en fait. Selon les groupes de bactéries, il va y avoir plus de tel genre de bactéries et moins de tel genre de bactéries chez le groupe stressé. Il est intéressant de noter que les 4 protéines de jonction serrée dans le duodénum, le jugénome et l'iléon, donc dans l'intestin grêle, ont montré de fortes relations avec le microbiote intestinal clé au niveau du genre de bactéries. Il est à noter que des résultats similaires ont été détectés dans la barrière hémato-encéphalique. Nous avons découvert qu'un stress psychologique réel pouvait entraîner une altération des barrières intestinales et hémato-encéphaliques caractérisée par une expression diminuée de 4 protéines de jonction serrée, des jonctions serrées plus lâches et une membrane basale brisée. De plus, il existait une corrélation notable entre une composition microbienne désordonnée et des barrières intestinales et hémato-encéphaliques compromises. Nous avons constaté que le stress psychologique réel à lui seul avait des effets significatifs sur la composition et la diversité du microbiote intestinal chez les rats. La composition du microbiote intestinal des rats modèles différait considérablement de celle des sujets témoins, caractérisés par 19 genres avec une abondance accrue et 17 genres avec une abondance diminuée, c'est ce qu'on a vu juste avant. Donc, selon les genres, il y en a plus ou moins, en tout cas, il y a un déséquilibre chez le groupe stressé. Curieusement, 11 genres liés au stress psychologique ont été identifiés. Voilà, ils ont identifié 11 genres de bactéries qui sont typiques du stress psychologique. Le mécanisme par lequel le stress affecte la composition microbienne intestinale n'est pas clair, mais il a été signalé qu'il est causé par des changements dans la motilité intestinale et la sécrétion de mucine, conduisant à des altérations de l'environnement interne dans lequel vivent les micro-organismes. Donc là, ça c'est très intéressant parce que, ok, on vient de voir que la barrière intestinale est modifiée, la barrière encéphalique est modifiée aussi par rapport au stress, en réponse au stress, et le microbiote est modifié. Mais par quel mécanisme? Donc là, ils disent qu'ils n'en sont pas sûrs, que c'est pas très clair. Alors moi, je vous ai dit déjà, rien que le fait qu'ils mangent moins, ils boivent moins, rien que ça peut déjà commencer à faire un déséquilibre. Mais aussi, ils disent qu'ils pensent que ce changement du microbiote, ça peut être causé par le changement dans la motilité intestinale. C'est-à-dire que vous savez très bien, quand vous êtes stressé, vous avez tendance à aller plus souvent aux toilettes, voire à avoir la diarrhée. Donc la motilité intestinale, dans ce cas, elle est accélérée. Ou alors, chez certaines personnes, ça peut être l'inverse, ça peut être de la constipation en réponse à un stress. Mais c'est pareil, la motilité intestinale, elle va pas être normale. Elle va être ralentie, donc forcément, ça va changer le microbiote.
Et ils nous disent la sécrétion de mucine. La sécrétion de mucine, c'est ce que sécrètent vos intestins. C'est un espèce de gel qui va le protéger et qui nourrit aussi le microbiote. Le microbiote va s'en nourrir, en tout cas certaines bactéries du microbiote. Et donc, si la sécrétion de mucine dans l'intestin change en réponse au stress, ça va là aussi conduire à un changement au niveau du microbiote. Les catécholamines, y compris la NE, donc tout ce qui est neurotransmetteur, et hormones du stress peuvent altérer l'expression génétique de certaines bactéries. Donc voilà, ces neurotransmetteurs, ces hormones du stress peuvent changer les bactéries, conduisant à la croissance de certaines communautés bactériennes. La concentration, alors on a découvert que l'élévation de la concentration de NE induite par le stress dans le tractus intestinal entraînait des changements dans le microbiote intestinal des rats. L'élévation de la concentration de NE a également été détectée dans cette étude et pourrait être l'un des mécanismes reliant le stress et l'altération du microbiote intestinal. L'alpha-diversité du microbiote intestinal dans le groupe modèle était significativement plus élevée que dans le groupe témoin après un stress psychologique chronique à long terme, ce qui était différent de la diminution de la diversité du microbiote intestinal déclenché par les modèles CUMS, le stress lié aux perturbations sociales et le stress lié aux conflits sociaux rapportés dans d'autres études. Donc ici, ils nous disent qu'ils ont vu que généralement, dans le groupe stressé, il y avait une plus grande diversité du microbiote intestinal, même si on a vu qu'en fait, ça dépend des genres. Il y a des genres où il y a une plus grande diversité, d'autres genres où au contraire, ça a réduit. Mais donc, eux, ils en concluent qu'au final, il y avait plus de diversité et que ça va à l'inverse de ce qui a été observé dans d'autres études sur le stress psychologique qui montrait, au contraire, une plus faible diversité du microbiote. Donc là, c'était parce que c'est certainement dû au fait que ce soit un stress différent. Là, vous avez vu, ils font regarder à des rats la torture d'autres rats. Donc c'est un stress vraiment très intense. Et dans les autres études, c'était des stress plutôt liés aux perturbations sociales, liés aux conflits sociaux. Donc c'est un autre type de stress qui, celui-là, entraînait une moins grande diversité, une réduction de diversité du microbiote intestinal. En tout cas, le résultat est que dans les deux cas, dans tous les cas de stress psychologique, on a une forte perturbation du microbiote intestinal. Voilà, des chercheurs ont déjà prouvé que le cerveau et l'intestin peuvent communiquer entre eux par l'intermédiaire du nerf vague et des voies neuro-endocrines, immunitaires et métaboliques. En présence de stress psychologique, les neurotransmetteurs, les cytokines et d'autres composants produits pendant la translocation bactérienne peuvent affecter l'humeur du corps en activant le système nerveux ou en agissant directement sur le cerveau. Nous avons pu conclure au rôle important que jouent les barrières intestinales et hémato-encéphaliques défectueuses dans la communication entre l'intestin et le cerveau. Les barrières sont vitales pour la fonction motrice sympathique du système nerveux sympathique, neuro-endocrinienne, l'inflammation et l'activité immunitaire et les métabolites bactériens. Et ici, c'est la dernière partie que je trouve qui résume bien tout ce qu'on a vu. Donc le cortisol, qui est une des hormones du stress sécrétées quand on fait face à un stress. Donc le cortisol peut augmenter la perméabilité de l'intestin en agissant directement sur la muqueuse intestinale ou en favorisant la production de tryptophane et modifier la composition bactérienne en influençant l'environnement intestinal. Donc là, je trouve ça très bien que ce soit écrit noir sur blanc pour que vous compreniez bien, le cortisol, l'hormone du stress, va agir directement sur la muqueuse de l'intestin pour provoquer un changement à ce niveau-là comme une perméabilité intestinale et le cortisol va aussi agir directement sur la composition bactérienne de l'intestin. L'augmentation de la perméabilité intestinale incite les neurotransmetteurs et les produits liés au tryptophane produits par les cellules endocrines intestinales et les neurones à entrer dans la circulation sanguine et à réagir avec le cerveau. Donc un stress qui perturbe l'intestin va perturber les signaux dans le cerveau. Le stress psychologique stimule les réponses inflammatoires et active les cellules immunitaires pour libérer des cytokines qui peuvent détruire l'intégrité de la barrière intestinale et de la barrière hémato-encéphalique. Une barrière intestinale défectueuse favorise une plus grande translocation bactérienne, permettant aux métabolites bactériens d'agir sur le cerveau via la barrière hémato-encéphalique défectueuse. Donc on voit que y a vraiment un impact du stress psychologique sur beaucoup de choses dans le corps humain. Donc ici, c'était particulièrement ciblé sur les intestins, mais on voit que ça cible les intestins et par ricochet, ça cible le cerveau. Donc on peut en conclure que un changement du microbiote intestinal va perturber
le cerveau, les neurotransmetteurs, l'humeur, etc. Donc ça, c'est prouvé depuis longtemps. Il y a plein d'études sur ce sujet-là qui montrent que le microbiote intestinal va impacter les neurotransmetteurs dans le cerveau. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent que à une personne qui a des problèmes de dépression ou d'anxiété, il faut agir sur le microbiote parce que ça va dans les deux sens. Agir sur le microbiote, ça peut aider, ça peut ne pas être suffisant. Il faut vraiment agir sur tous les plans. Le stress, c'est la première chose sur laquelle agir dans ce genre de situation. Donc le stress, que la personne se protège du stress le plus possible, que la personne soutienne son système hormonal et son système nerveux le plus possible, avec des compléments qui soutiennent notamment les surrénales, mais tout le système hormonal et tout le système nerveux en fait. Une alimentation qui joue là-dessus aussi. Il faut que cette personne-là prenne soin de son alimentation, prenne soin de son microbiote et de sa barrière intestinale pour pas que ça impacte le cerveau comme on vient de le voir dans cette étude. Mais on voit aussi que les neurotransmetteurs dans le cerveau eux-mêmes impactent les bactéries de votre intestin. Donc ça va vraiment un peu dans tous les sens. L'un impacte l'autre et vice-versa. Mais en tout cas, pour revenir au sujet de départ, eh bien, pourquoi cette personne que j'ai eue en consultation a pu avoir une grosse amélioration de ses symptômes en prenant son traitement à base de neuroleptiques et d'antidépresseurs, on comprend très bien avec ce genre d'études. Pourquoi? Parce que si on calme le stress et tous les signes de stress, le cortisol entre autres comme on a vu, ça va fortement impacter le microbiote intestinal, la barrière intestinale, etc. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a apporté des petites clés supplémentaires pour comprendre ce lien vraiment très important et physique entre le stress psychologique et les perturbations physiologiques dans le corps. Quand on vous dit que, quand certains médecins vous disent vos problèmes c'est dans votre tête, vos problèmes intestinaux c'est dans votre tête, ça veut pas dire que vous les inventez, ça veut dire que réellement il y a un impact entre votre stress et comment vous percevez votre environnement s'il vous stresse et l'impact que ça a physiologiquement sur le fonctionnement de l'intestin. Voilà, n'hésitez pas à laisser quelques commentaires pour me faire part de vos expériences à ce niveau-là et je vous vois dans la prochaine vidéo. À bientôt, salut!